Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du Distri de Nyon. Au sommaire de ce 7 mars, une page consacrée au service industriel de Nyon et des nouvelles concernant la programmation du Festival international de cinéma Vision du réel. En plateau, on donnera la parole au syndic de Pérois, François Roch, avec qui l'on reviendra sur les tensions politiques suscitées autour de la patinoire. Avant ça, retour sur la conférence de presse organisée par l'exécutif de Pérois. La municipalité présentait la note explicative envoyée aux élus qui répondaient point par point aux divers reproches entendus. NRTV donnait la parole au président du conseil à la suite de cette conférence de presse. 6 pages de notes explicatives rédigées conjointement par la municipalité de Pérois et Maître Alain Thévenat, l'avocat conseil de la commune. Voilà le document distribué ce lundi à la presse et aux conseillers communaux. L'exécutif reprend noir sur blanc les divers reproches entendus et espère ainsi apaiser les tensions suscitées autour du projet de la patinoire de Pérois. De son côté, venu à la conférence de presse en tant qu'observateur, le président du législatif souhaite que ce document réponde définitivement à toutes les questions avant le prochain conseil communal du 21 mars. La municipalité a donné quand même passablement de réponses à partir du mois de septembre, déjà aux séances de septembre, d'octobre et de décembre. Ils ont donné passablement de réponses. Alors ces réponses, quelquefois ont été entendues, quelquefois ont été peut-être mal interprétées, je ne sais pas. Et puis elles n'étaient pas complètes. Alors que le document donne des réponses complètes et avec l'assistance d'un juriste, donc de Maître Thévenat, qui est l'avocat de la commune, et ça permet donc de répondre à des questions de manière beaucoup plus précise. C'est clair que si ce document-là était arrivé sur la table du conseil et des conseillers au mois d'octobre, je pense que ça aurait répondu déjà à passablement de questions et puis que ça aurait évité le clash qui est assez malheureux. Un clash qui aura notamment conduit plusieurs démissions, dont celle du syndic, mais aussi celle de 2 municipaux et de 4 conseillers communaux. C'est difficile de comprendre parce que c'est évidemment des réactions personnelles. Tout ce que je peux faire, en fait, c'est de les regretter. Parce que j'estime que lorsque un débat devient important, comme ça a été le cas, c'est surtout pas le moment de démissionner. Au contraire, c'est le moment de rester pour pouvoir le mener jusqu'au bout. Il aurait donc fallu que ces municipaux restent selon vous? Ils font ce qu'ils veulent, ils ont été attaqués, on peut comprendre leur réaction, de même que les conseillers communaux, les 4 conseillers communaux qui ont démissionné, ça leur appartient, donc je n'ai pas à intervenir. Simplement, je peux le regretter, voilà, c'est tout. Est-ce que vous appréhendez cette future séance? Absolument pas. Absolument pas, j'estime que les gens ont reçu le document nécessaire, ils ont préparé leurs questions, ils vont recevoir des réponses et normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir clore le sujet. Un souhait également partagé par l'exécutif. François Roch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de nous parler de cette note explicative et de revenir sur les propos qu'on vient d'entendre du président du Conseil, j'aimerais savoir quel bilan vous faites de cette patinoire. Alors, le bilan de la patinoire, il est excellent. On a eu énormément de monde, même plus que ce qu'on imaginait. C'est une première année, il y avait quand même beaucoup d'inconnus. On a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Mais on a eu énormément de succès, aussi bien des clubs de hockey de la région, même du canton, on peut dire. Et puis des écoles, des familles, beaucoup d'enfants sont venus. Il y a eu énormément de succès. Et puis tout au long de la saison, on a eu sans cesse des demandes supplémentaires de clubs qui venaient déjà et qui ont dit on a besoin encore pour nos équipes juniors et autres. Donc le succès est vraiment au rendez-vous. Ouais. Cette patinoire a fait l'objet de plusieurs interventions au sein du conseil communal, des débats houleux, on en a aussi beaucoup entendu parler dans la presse, et puis des démissions dont la vôtre annoncée pour 2020, mais aussi celle de 2 municipaux et de 4 conseillers communaux. Comment vous expliquez que ça ait déraillé à ce point ? C'est toujours émotionnel, on est dans un petit village. Pérois, c'est à peu près 1500 habitants. Ça va vite, c'est vite. Ça peut vite partir dans l'émotion.
Une patinoire, c'est toujours émotionnel, hein. Ça fait 40 ans qu'on en débat dans la région, à Nyon, à Gland, à Saint-Cergue. Il y a toujours énormément d'émotions là-dedans. Et puis les gens, après, se montent un peu entre eux. Là, ça fait beaucoup de bruit, mais je répète, et le président du conseil communal l'a aussi répété lors de la conférence de presse, c'est quand même une minorité de gens. La grande majorité des gens du village, et alors encore plus de la région, sont super contents de ce projet. On a reçu énormément de témoignages qui vont dans le sens d'encourager ce projet. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on ne peut pas empêcher le débat. D'ailleurs, on n'échappe pas au débat, hein. On est là encore pour y répondre aux questions pendant une année et demie. Et puis, c'est sain. Moi, tous les gens qui me connaissent savent bien que je suis quelqu'un qui aime le débat. Et on est là pour répondre aux questions et puis pour en débattre. Mais il ne faut pas non plus que ça dérape. Vous parlez de débat et vous reconnaissez dans cette note explicative un déficit du débat démocratique, comme vous l'expliquez. Donc, où était cette carence de votre côté ? Alors, le déficit démocratique, on l'a tout de suite reconnu, mais il n'est pas volontaire. En fait, on a eu une opportunité, fin mai, début juin, de pouvoir récupérer cette infrastructure. Et puis ensuite, on a vite un peu sondé pour voir si c'était possible de réaliser ça. Et puis, on a foncé. Il fallait foncer, puisque sinon, c'était impossible. Il fallait tout de suite contacter les clubs de hockey qui recherchent de la glace pour toute la saison, déjà durant l'été, chercher le financement. On a financé ça non pas par les deniers publics, mais par très grande majorité par le sponsoring privé d'entreprises de toute la région. Tout le monde s'y est mis, en fait. Et ça a été très court. Alors, c'est pas qu'on a voulu éviter le débat, c'est que le temps ne nous a pas permis. Donc, ce n'est pas une volonté d'éviter le débat. On n'a pas préparé ça depuis 2 ans, mais qu'on a caché pour éviter le débat. Pas du tout. La seule chose, c'est que le temps a fait qu'on n'a pas pu en débattre. Donc, c'est ce qu'on reconnaît. 3 mois précisément pour construire cette patinoire. Ça a été très vite. Mais depuis le début, beaucoup de questions. Pourquoi ne pas avoir finalement répondu à ces questions de manière précise, comme l'a fait ce document plus tôt ? Alors, on a répondu aux questions. D'ailleurs, ce qu'on dit depuis le début, c'est ce qui est écrit dans le document. On n'a pas aujourd'hui un document. On a demandé donc au juriste de la commune de faire ça. On n'est pas allé lui souffler les réponses ou quoi. Il nous a posé des questions, il a préparé ce document. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de divergence dans les réponses entre ce qu'on dit depuis le début et maintenant. La seule chose, c'est que c'est des interprétations. Quand on parle de juridique et puis qu'on n'est pas forcément juriste, on n'est peut-être pas entendu de manière aussi claire que quand c'est un juriste qui le dit. Alors voilà, maintenant, on a mis ça en place. Mais bien sûr que si on avait su que ça allait partir un peu dans tous les sens, on peut toujours écrire l'histoire après. Mais là, on a fait ce document. Mais on a eu 3 débats aux 3 derniers conseils communaux, ça a duré 1 heure et demie chacun, et on a répondu aux questions, on a répondu à une interpellation également. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'on cache les choses, quoi. Pour reprendre justement point par point et pour revenir à cette interpellation, tout d'abord, on vous a reproché le fait d'avoir créé une association sans passer par le conseil communal et donc un conflit d'intérêts. Quels sont vos arguments sur ce point-là ? Alors, c'est vrai que c'est un peu le nœud du problème, là. Beaucoup de gens ont mal interprété ça. On pensait qu'on avait créé une association privée. J'ai même lu qu'en fait, cette association, il n'y avait que moi dedans. Et puis, les gens, on peut imaginer qu'on se faisait encore de l'argent dessus. Enfin, ce n'est pas du tout le cas. C'est une association communale qui a été créée dans le respect de la délégation de compétences du conseil communal dans le cadre du préavis au début de législature sur les autorisations générales. Donc on a la compétence de le faire juridiquement et ça ressort de manière assez claire dans le document. Et puis on a tout de suite dit que cette association, ça allait être soumis au contrôle financier de la commission de gestion une fois qu'on aurait bouclé les comptes. Enfin voilà, c'est pas une association privée, c'est une association de la commune et on a même répété dans un conseil communal que quand on partirait ou si quelqu'un sort, eh bien c'est une autre personne de la municipalité qui vient. Si tout à coup, admettons l'association reste, on quitte la municipalité, c'est les autres municipaux, les nouveaux municipaux qui vont reprendre le flambeau. Ce n'est pas nous qui restons à titre privé dans cette association. Une association de la commune, vous l'avez dit, une association qui a également fait travailler des employés communaux pour ce projet de patinoire. Là aussi, on vous a critiqué. Comment vous justifiez ce choix politique, vous l'avez dit en conférence de presse ? Vous savez, on a
un peu plus de 3 employés au service extérieur. On leur demande, on fait des choix politiques. À un moment donné, on met des priorités sur ce qu'on leur demande de faire. On l'a déjà fait, pas seulement pour la patinoire, mais pour plein d'autres choses. Et puis là, quand il y a eu ce projet, il a fallu aider pour le montage. Je dis bien aider parce que ce n'est pas eux qui ont monté toute la patinoire, c'est principalement des entreprises qui l'ont fait, mais il a fallu donner beaucoup de coups de main, et notamment toutes les bricoles et autres, mais ça prend énormément de temps, ça c'est sûr. Mais on leur a dit, ben voilà, nous, ce projet, maintenant, il faut donner un coup de main là-dessus, puisque pour nous, c'est quand même une priorité. Et puis, voilà, à partir du moment où on admet que cette association est en fait une association de la commune, que c'est la commune qui est derrière, ça paraît quand même justifié qu'une partie des ressources des employés communaux donne un coup de main là-dessus. Alors, ceux qui n'admettaient pas ça et qui pensaient que c'était une association privée, ils pouvaient penser que l'association privée bénéficie de ressources communales et puis on aurait pu en discuter. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est une association et un projet d'utilité publique pour la commune, pour la région. Et puis, ça paraît justifié qu'on engage des ressources. Toujours par rapport à ces employés, le débat va gonfler le 6 décembre lors d'une interpellation, la deuxième de la conseillère Françoise Roch. On vous reproche carrément d'être un dictateur et d'avoir employé ces employés justement avec des heures supplémentaires. Vous niez? Ouais, alors le terme nier, non, on a toujours reconnu qu'il y avait beaucoup d'heures, mais on n'a jamais demandé aux employés communaux de rester jusqu'à tard le soir ou de venir travailler le week-end. Donc voilà, on le justifie d'ailleurs dans la note. Quand on voit le volume d'heures que les 3 employés doivent faire durant un mois, eh bien on voit qu'on est en dessous. Non pas qu'ils n'ont pas fait leurs heures, mais parce qu'entre les récupérations d'heures et autres, enfin on voit que ça n'a pas généré énormément d'heures supplémentaires ou autres. Ça a généré beaucoup d'heures, mais dans le cadre des temps de travail normal, quoi. Donc ça, on le dit, mais on n'a pas de honte à ça. Ça paraît normal quand on construit une patinoire de ce type-là qu'il y ait particulièrement un employé communal qui passe un petit peu de temps pour donner un coup de main au montage. Plus tard, on apprend le licenciement d'un employé communal. Justement, évidemment, la nouvelle a remis de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est jamais évident de passer par un licenciement, mais alors en particulier pour la personne touchée, mais aussi pour l'employeur, que ce soit dans une commune ou dans une entreprise. Les gens ont fait l'amalgame, en fait, et ont pensé que c'était complètement lié, uniquement lié au projet de la patinoire, alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, à un moment donné, au fil du temps, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un rapport dans la relation de confiance, et puis on a dû procéder à un licenciement. C'est pas uniquement lié à ce projet de patinoire. Et puis, c'est toujours triste, mais voilà, quoi, c'est la vie quand on a des employés et des employeurs qui doivent travailler ensemble, quoi. Et pour vous revenir sur votre parcours à vous, vous avez annoncé justement donc quitter la politique d'ici 2020. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement de quitter sur ce débat et ce côté négatif ? Vous nous disiez avant que c'était plutôt positif, il y avait du succès, des écoles qui étaient là, les clubs de hockey qui se partagent cette patinoire. Donc pourquoi quitter finalement ? Écoutez, déjà, on ne quitte pas en claquant la porte. On a annoncé comme quoi on allait boucler les projets. Peyroix est en pleine phase de projet. On a quand même pas mal de projets en même temps. On a à cœur de boucler, en tout cas, les projets principaux. Et puis, ça, on est assez vite arrivé à une date d'une année et demie et de présenter encore les comptes et de finir à fin juin. Donc voilà. C'est-à-dire que vous avez de l'expérience, plus de 20 ans au sein de la politique, fils d'un père justement aussi syndic. Donc pourquoi partir au milieu de ce débat ? Alors, ce n'est pas le débat qui gêne. Alors, encore une fois, moi, je ne crains pas le débat. Je ne vais pas dire que je suis rompu à l'exercice, ça fait quand même quelques années que je débat et j'aime ça. C'est une réelle passion. Maintenant, ce n'est pas le projet qui fait ça. Le projet, encore une fois, c'est un succès. La seule chose, c'est que quand on est des miliciens, parce qu'on est des miliciens, on fait beaucoup de sacrifices sur notre temps privé, notre vie professionnelle et autres, eh bien, on ne peut pas accepter certains propos qui sont tenus. Donc voilà, on a simplement dit, écoutez, là, c'est un peu trop pour nous, et puis on laisse la place à d'autres, quoi. François Roch, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci. Combien valent les services industriels de Nyons ? C'est la question que pose l'interpellation déposée lundi soir lors du conseil communal de Nyons. Une commission a également été nommée pour se pencher sur la stratégie dite propriétaire que la commune souhaite adopter sur ce dossier. Un sujet signé Florian Cavalieri.
Qu'on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Le douloureux dossier portant sur l'avenir des services industriels de Nyon se feuilletonne d'année en année au sein du conseil communal. Dernier épisode en date, une interpellation déposée lundi soir et qui pose une question: combien vaudrait ce service à la vente? J'aimerais savoir la vraie valeur des services industriels. Tout le monde parle d'une privatisation, oui, non, etc. Mais qu'est-ce que ça vaut? Car en toile de fond se joue la modification du statut des SI nyonnais. Doivent-ils rester un service communal ou être transformés en une société anonyme, toujours aux mains de la commune? La valeur des SI, une question à plusieurs millions qui agite la classe politique nyonnaise depuis près de 3 législatures et plus précisément depuis un postulat déposé en octobre 2006. C'était de savoir si on pouvait vendre les SI pour amortir la dette. C'était le départ, parce que c'est vrai que d'un côté les SI voulaient plus de liberté, ils auraient voulu avoir des crédits cadres, annuels ou de législature, ce que le Conseil n'a pas voulu. Dans un rapport de la Commission des finances rendu en septembre 2013, on peut lire que la valorisation des services industriels se situerait entre 20 et 35 millions de francs. À cette somme s'ajoute TRN SA, valorisé à 15 millions de francs, soit en tout une cinquantaine de millions. Mais la COFIN de bien préciser que personne ne sait si ces montants sont sous ou surévalués. Moi, j'aimerais savoir comment ce calcul a été fait, parce qu'il a été articulé déjà par feu Christian Pour et il n'a jamais été discuté. Christian Pour avait parlé d'un prix de 70 millions. On peut vraiment se poser la question s'il faut vendre ou pas. Maintenant, si on propose 300 millions pour donner un chiffre, on peut aussi se poser la question de savoir s'il faut vendre ou pas. Et je pense que ça donne une nouvelle ouverture au débat. Sous sa forme actuelle, soit un service communal, les services industriels rapportent environ 3,5 millions de francs par an à la ville. Mais le kilowattheure vendu par les SI est actuellement le plus bas du canton. L'ajuster au prix du marché serait donc la première mesure d'un conseil d'administration d'une SA. Et c'est clair qu'un conseil d'administration d'une SA, la première chose, c'est qu'il va se mettre au prix du marché des distributeurs avoisinants. Et ça, c'est clair que ça sera une augmentation du prix de l'énergie où le conseil ou la municipalité n'aura aucun pouvoir. En juin dernier, le législatif devait se prononcer sur une autonomisation des SI. Sur fond d'opposition gauche-droite et sous la menace d'un référendum en cas de transformation du service communal en société anonyme, l'Assemblée avait renvoyé ce projet à son auteur, la municipalité. L'exécutif qui a remis lundi soir un rapport sur sa stratégie quant à cet épineux dossier. Un dossier sur lequel le conseiller Anhart souhaite en rester l'aiguillon. Certainement, tout à fait. Vous me connaissez. SI Nyon, la stratégie dite propriétaire de la municipalité nyonnaise sur le dossier des services industriels, vise à fixer des objectifs avant de définir si le service en question doit rester en main directe de la ville ou passer par une société anonyme. Les explications du syndic de la ville, Daniel Rossella. Dans un rapport préavis en réponse à un postulat de 2 conseillers communaux qui demandent à l'exécutif de se positionner clairement sur la stratégie et les objectifs inhérents au service industriel de Nyon, la municipalité a détaillé le socle de sa stratégie. Elle souhaite désormais recadrer le débat dans le bon sens selon elle, en parlant d'abord des objectifs avant de parler de la structure. Effectivement, le débat est un peu enlisé parce que la proposition de mettre les SI en société anonyme a clairement cristallisé des positions. Et puis, on est revenu, suite à ce postulat, à la question, mais en fait, qu'en voulons-nous de l'avenir des services industriels? Et indépendamment de la structure, que ce soit un service communal ou que ce soit une société anonyme, les services industriels doivent répondre à un certain nombre d'exigences ou d'attentes, et puis le propriétaire restera le même. Ça sera soit la commune actionnaire, soit la commune parce que c'est un service à l'intérieur de la ville. L'important étant que les services industriels respectent les bases légales tout en s'inscrivant dans le contexte national, cantonal et communal du secteur de l'énergie. Donc ce que nous avons développé, c'est une éthique importante de rappeler que c'est une société commerciale, donc c'est une société qui doit faire un profit, mais avec un certain nombre d'exigences au niveau du climat, au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de l'éthique avec les
collaborateurs, de l'éthique avec les clients. Donc on a fixé des exigences assez élevées, tout en poursuivant un but économique. Et pour être certain qu'aucun aspect de ce dossier ne soit négligé, le suivi politique du projet occupera tant le syndic que le municipal en charge des services industriels. Le premier se chargera du portage propriétaire, le second du portage du service communal. Le syndic va défendre la stratégie des propriétaires et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va revenir avec un projet d'une nouvelle structure pour les SI quand il y aura eu le débat sur cette stratégie propriétaire. Et là, c'est naturel que ce soit mon collègue Vincent Acker qui est en charge des services industriels qui développe ce projet. Comme rappelé lors de la présentation des préavis de la municipalité en préambule du conseil communal, une chose est certaine, la vente des services industriels n'est pas à l'ordre du jour et l'eau devrait, quoi qu'il arrive, rester en main entièrement publique, conformément à la volonté affichée par le législatif. À quelques jours de ses 50 ans, Vision du réel, Festival international de cinéma à Nyon, a dévoilé les nouveautés de ses activités locales et ses premiers temps forts. La programmation dans son intégralité sera dévoilée le 11 mars. D'ici là, Florian Cavalleri vous désigne tout ce qu'il faut savoir. Paris de ses couleurs fétiches, le rouge pour la passion et le noir pour les salles obscures, Vision du réel fête ses 50 printemps. Si la programmation définitive ne sera divulguée qu'ultérieurement, les organisateurs de la manifestation ont levé le voile sur les événements locaux. Au programme, on refera la fête au village. Tous les soirs, c'est parti. C'est important pour nous d'être ancrés localement, donc aussi que la population soit présente au festival. Alors après les projections, tous les soirs, il y aura des DJ au centre du village du réel, donc au bar. On a aussi un très beau concert du groupe Fitzcarraldo, donc le groupe nyonnais fan de Werner Herzog. Petit clin d'œil à notre maître du réel de cette année et qui aura lieu au Temple de Nyon le mercredi 10. Le village du réel, c'est un lieu pour manger, boire, faire la fête ou tout simplement y refaire le 7e art. Cette année, une nouvelle structure d'accueil apparaît à la rue des Marchandises. Elle s'appelle le Forum. C'est une structure qui aura 7 mètres de haut, qui est construite comme un cinéma éphémère et qui aura une charpente en bois toute recouverte de tôle transparente. Même place mais autre espace, le camion projection. Une vraie salle de cinéma montée sur pneumatique qui palliera la défection de l'usine à gaz, fermée pour cause de reconstruction. Donc c'est un camion qui pourra accueillir jusqu'à 80 places, dans des conditions de cinéma normales en fait. Et pour que le festivalier se sente vraiment comme à la maison, particuliers et petites entreprises pourront s'approprier un peu des lumières de Vision du réel, par exemple à travers l'opération Adopter un fauteuil. Donc on donne l'occasion de participer à ce 50e, mais de soutenir le festival, soit en adoptant un fauteuil, un strapontin en fonction des moyens. Alors ça sera entre 150 et 250 francs ou 500 francs pour un double siège. Vision du réel, c'est 40 000 entrées en 2018 et des festivaliers qui bagnodent dans les rues nyonnaises pour le plus grand bonheur des commerçants. Ils relancent leur grand concours de vitrines décorées. Comme chaque année, nous organisons un concours de vitrines. Cette année, nous avons à peu près une quarantaine de commerçants qui participent. Et cette année, pour le 50e, un petit clin d'œil, nous allons décorer les rues principales de la ville de Nyon. Et depuis 5 ans, Vision du réel, c'est aussi une histoire d'amour avec Gland, seconde ville du festival, qui lui ouvre encore une fois tout grand les portes du théâtre de Grandchamp. Pour la ville de Gland, c'est tout d'abord une très belle collaboration. Nous marquons les 5 ans cette année. Et puis c'est aussi 13 films qui vont être projetés au théâtre de Grandchamp et plus de 2000 spectateurs qui vont passer par Gland pour voir ces films. C'est vraiment important parce qu'en même temps, ça met en lumière tout ce qui se fait au niveau du théâtre de Grandchamp. Ça donne aussi la possibilité à beaucoup de gens, des villages voisins, de passer par Gland. Et puis, c'est tout ce partage de découvertes entre Nyon et Gland, les gens qui prennent les navettes depuis Gland pour aller à Nyon et vice-versa. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir des contes, des lectures de textes à l'intérieur des navettes pour que le temps soit moins long. Placé sous l'illustre parrainage du maître Werner Herzog,
La cuvée 2019 se dégustera dès le 4 avril lors de la préouverture offerte à la population au Théâtre de Maran, avec un film à l'affiche, When Tomatoes Met Wagner, ou Comment cultiver des tomates bio au son de la grande musique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre le débat. Cette semaine, Nasrat Latif et ses invités, Yves Gauthier-Jacques et Claude Farine, s'intéressent aux potentielles conséquences de la hausse d'impôts à Nyon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.